Pasatzen gira hirugarren gaiarat. Donc on passe au troisième sujet, qui n'est pas des moindres. On laissera la parole après au groupe local Bidasoa et Torkinekin. Il y a beaucoup de similitudes, bien sûr, dans cette question des droits bafoués aux frontières, notamment la chasse à l'humain. On a entendu ça, chasse à l'humain, contrôle renforcé, militarisation de la frontière, violence policière, etc. Sans parler des morts dans certains endroits, des morts en Briançon, des morts à Calais, des morts peut-être à Perpignan, je ne sais pas, 2, voilà, et plus de 20 chez vous. Ici, nous en sommes à 7 morts et 1 disparu, et je donne une information peut-être pour les personnes qui n'ont pas lu ou entendu la radio ou vu la télévision. Il y a aujourd'hui, donc il y a eu un mort, donc je suppose que c'était hier, à Valenciennes, donc département du Nord, un mort et 6 blessés dans l'incendie d'un train. Et c'était des personnes migrantes. Voilà. Donc ça continue, et je pense que ce que vous allez nous raconter va nous faire écho. Alors, j'ai pas pu préparer d'autres photos, donc j'ai exhumé quelques photos de mon ordinateur. Donc là, c'est la PAF de Montgenèvre. On parle beaucoup du rétablissement des contrôles, mais du coup, comment se matérialisent vraiment ces contrôles ? Donc, du coup, à Briançon, donc les personnes prennent un bus depuis Oux, dans la vallée de Suse, côté italien. Elles arrivent la plupart du temps à Clavière, qui est le dernier petit village italien, donc juste derrière là. Et elles commencent à marcher sur les sentiers, a priori la nuit. Et il y a donc des escadrons de gendarmerie mobile qui sont chargés de patrouiller dans la montagne pour procéder à des contrôles. Donc avec parfois justement ce qu'on peut appeler des chasses à l'homme, en fait, des courses-poursuites dans la montagne, ce qui rend justement ces sentiers assez périlleux, surtout la nuit, quand en fait parfois il y a des ravins, donc c'est quand même assez dangereux de partir en courant pour échapper à des contrôles. Une fois que ces personnes sont interpellées, elles sont ramenées du coup au poste de la police aux frontières, donc la PAF qui est juste là. Il me semble qu'il y a une photo en hiver aussi, c'est vrai que ça change, ouais. C'est très différent. Voilà. Donc ce qui est important de bien se rendre compte aussi, c'est que en fait, contrairement à un discours politique et médiatique, la frontière elle n'est pas fermée du tout. Par exemple, là, depuis quelques mois, la plupart des personnes qui sont au refuge sont passées sans voir la police en une fois. Ça concerne quasiment 2 tiers des personnes. Ça a changé un peu depuis une semaine, donc c'est aussi un dispositif policier qui est variable. Je pense qu'il y a eu la Grande Maraude solidaire, donc une manif devant la PAF il y a 2 semaines, donc je pense que ça s'est verrouillé juste après. Voilà, mais c'est un dispositif qui peut un petit peu se moduler, et il y a eu alors ça c'était... petite pointe d'humour quand même. Il y a un article qui est sorti, je crois, dans le Dauphiné Libéré, où en fait les gendarmes mobiles se plaignaient de ne pas être assez équipés, de ne pas avoir de crampons, de ne pas avoir de raquettes, et que les sentiers étaient très glissants, et donc en fait que la préfecture les accusait de de laisser passer trop de personnes. Donc il y a une espèce de jeu aussi comme ça qui se fait entre différents corps étatiques. Voilà. Donc jusqu'à fin 2019, donc il y avait des procédures de refus d'entrée très expéditives, donc des refoulements en Italie. Il y avait aussi de manière très importante des violences physiques et psychologiques et des délits aussi commis par les forces de l'ordre, notamment des vols d'argent liquide et des vols de téléphone. Il y a eu plusieurs signalements qui ont été faits par tous migrants. Analysant, on parlait hier soir, il y a justement un jeune homme qui a réussi, c'est un enregistrement audio en fait, à enregistrer. En fait, justement, il s'est fait refouler et voler de l'argent, il est revenu, et là il a réussi à enregistrer justement les personnes de la PAF qui lui disaient « casse-toi », je sais pas quoi. Du coup, il y a eu une enquête de l'IGPN, une enquête pénale, et aussi une enquête interne suite à un changement de direction de la PAF, ce qui a conduit du coup, à la condamnation en 2020 de 2 policiers de la PAF. Depuis, ces violences quand même se sont atténuées. Il y a toujours des contrôles discriminatoires dans la forêt. Les droits sont toujours bafoués, notamment l'absence d'entretien individuel. La personne, quand elle est arrêtée, devrait avoir la possibilité d'avoir un entretien avec un agent de la PAF, d'expliquer sa venue en France, d'avoir accès à un interprète, avoir des infos sur ses droits, notamment de voir un médecin, d'avoir un accès à un avocat, de former un recours éventuellement contre la décision administrative de refus d'entrée, et la possibilité de déposer une demande d'asile
qui est en fait une demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Mais ça, bien sûr, il y a des refus systématiques. Et il y a aussi un préfabriqué, ce qu'on appelle un Algeco, qui a été mis en place juste derrière la PAF. On l'aperçoit là, juste sous les drapeaux. C'est la même chose à la frontière basse, où les personnes peuvent être enfermées en fait toute la nuit, donc parfois une vingtaine de personnes, donc famille, femmes, enfants. Voilà. Donc le discours de la préfecture et de la direction de la PAF, c'est que c'est un dispositif de mise à l'abri pour qu'elles puissent passer la nuit au chaud. Ça dépend comment on voit les choses, c'est sûr. Donc du coup, c'est assez dur de pouvoir juridiquement lutter contre toutes ces procédures, surtout le côté administratif, parce qu'en fait, il y a des recours qui peuvent être faits, mais comme les recours ne sont pas suspensifs, donc les personnes sont renvoyées très vite en Italie, donc c'est très dur. Et en plus, souvent, les personnes, en fait, elles passent. Donc en fait, c'est toujours pareil, elles passent au bout d'une fois, 2 fois, lorsqu'elles sont refoulées, mais elles finissent la plupart du temps par passer. Une fois qu'elles sont passées en France, il est très rare qu'elles veuillent entamer des procédures juridiques pour arrêter l'État sur ce qu'elles ont subi, ce qui se comprend. Donc en fait, on a très peu de prise juridiquement pour lutter contre ces pratiques, à part faire des signalements au procureur, mais qui ont quand même très peu d'effet. Mais ça nous tient à cœur quand même de documenter, ne serait-ce que pour garder trace en fait, de ce qui s'est passé. Avec, la plupart du temps, c'est des témoignages du coup, des personnes, et aussi des témoignages de maraudeurs, parce que du coup, il y a des maraudes qui se font dans la montagne par un collectif, le collectif Maraude, qui comprend des personnes individuelles, volontaires, mais aussi médecins du monde, et du coup, tous migrants. Et on est aussi soumis du coup au harcèlement policier, bien sûr. Alors je sais pas, je pense peut-être de manière moins systématique qu'à Calais, parce que nous c'est très dépendant ça dépend de l'escadron de gendarmes mobiles qui sont là à peu près 1 mois, donc ça tourne, donc il y en a qui sont beaucoup plus, ils ferment un peu plus les yeux, ils sont plus dans la discussion, et d'autres par contre qui ont un mode très répressif et qui ne sont pas, comme disait Annalisa hier soir, ne sont pas privés de délivrer des amendes, voire 3-4 par nuit, pour non-respect du couvre-feu au confinement à l'époque, ou actuellement pour non-port de la ceinture de sécurité ou absence de pneus neige, ce qui est faux. Donc là, pareil, on met en place tout un système pour contester ces amendes, mais c'est toujours pareil, ça prend du temps, de l'énergie, donc voilà, c'est quand même des outils qu'ils ont à disposition pour entraver la solidarité. Du coup, si on suit la fiche qui a été donnée, pour parler du coup plus en profondeur des conditions de passage, aujourd'hui à Calais, les chauffeurs de camions ont des caméras dans leurs camions à l'extérieur, et souvent les personnes exilées sont filmées à leur insu. Donc elles sont filmées à leur insu. Parfois même les vidéos, on retrouve énormément de vidéos de personnes sur TikTok qui sont mises par les chauffeurs de camions. Beaucoup de personnes exilées vont suivre justement les comptes des chauffeurs et se retrouvent sur ces réseaux. Donc il y a des camions frigorifiques qui sont très dangereux pour les personnes, où on peut recevoir, notamment Utopia, des appels d'urgence, voilà, je suis bloquée dans un camion frigorifique, donc il faut appeler les pompiers. Et souvent les personnes exilées ne souhaitent pas appeler les pompiers parce que la police vient. Et pareil, quand il y a des accidents dans les parkings de personnes qui ont été renversées, souvent c'est des associatifs qu'ils appellent, donc Utopia 56 qui travaille la nuit. Et on est là en pleine nuit, on n'est pas médecin, et il y a des personnes qui sont blessées et qui ont besoin d'une prise en charge immédiate. Et donc nous on appelle les pompiers et on explique à ces personnes que c'est la procédure et qu'on n'est pas médecin et que c'est leur seul moyen de survie. Ensuite il y a les chiens qui sont sans muselière, c'est illégal. Beaucoup de personnes ont été emmenées aux urgences avec des morsures de chiens, les matraques, le gaz. Après, les pushbacks, quand on passe en bateau, quand on appelle le 112 et qu'on est dans l'eau, ils ne parlent pas forcément la langue. Donc des fois, on se retrouve en haut-parleur avec les secours en mer à traduire avec les personnes qui sont sur le bateau. Après aussi, les naufragés, donc la plupart ne sont pas prises en charge
par les services de l'État. Donc il y a beaucoup de personnes qui, une fois que le bateau a été saisi, qui se retrouvent sur la plage en situation, qui peuvent être en situation d'hypothermie, sans couverture de survie, sans prise en charge pour les femmes enceintes, les enfants, même pas une proposition d'hébergement. Donc des fois il y a de la prise en charge, hein, mais pas tout le temps. Et nous on retrouve souvent des personnes qui ont marché pendant des heures, complètement trempées et qui cherchent de quoi se réchauffer. Donc ça c'est pour les conditions. Ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est que le Secours catholique, à un moment, a ouvert une maison du diocèse, pour accueillir la nuit les personnes qui étaient trempées, gelées, etc. Ça n'a pas mis 10 jours pour que la maire de Calais ferme la maison. Pour les conditions de passage, du coup, on peut parler de la violence de l'État maintenant. Donc, par exemple, pour les naufragés, souvent il est arrivé. Ah oui, on peut passer photo, pardon. On passe tout comme ça on peut expliquer en même temps. Comme tu veux, est-ce qu'on choisit, on met tout? Oui, on peut mettre tout et je peux expliquer en même temps si vous voulez. Ça, c'est à BMX. Donc ça, c'est un lieu, un camp érythréen. Donc en fait, il y a des expulsions toutes les 48 heures à Calais et l'été tous les jours. Et en fait, BMX, c'est un camp qui est très très organisé. Donc la police, elle arrive aux alentours de 8-9 heures, parce qu'il n'y a pas d'expulsion surprise, c'est ça, sinon c'est 6-7 heures quand c'est une surprise. Et en 4 minutes, les personnes ont déjà sorti les tentes là c'est un terrain public, le terrain privé il est juste derrière, et du coup là les forces de l'ordre ne peuvent pas saisir les tentes. Donc c'est vraiment une organisation, on envoie un message, donc c'est HRO Human Rights Observer qui est une association qui suit les forces de l'ordre pendant les expulsions et ils envoient un message ok là aujourd'hui expulsion et tout le monde se prépare, on prend les affaires, on prend les sacs, on sort les tentes et on essaye de se faire saisir le moins d'objets possible. Donc voilà. Sur cette photo, pour expliquer un peu, pour essayer d'expliquer l'absurdité de la situation, là nous on est là pendant la session de recherche. Et je pense que c'était l'après-midi. Normalement, c'est le matin, mais des fois, il y a l'exécution l'après-midi. Et les gens qui habitent là sont habitués. Pour eux, c'est normal. C'est tous les 48 heures. Il y a ça, cette situation. Ils bougent les tentes. Et ici, normalement, c'est tranquille, rien ne se passe. Il y a la police qui arrive, avec beaucoup de camions. Avant c'était les gendarmes, maintenant il n'y a que les CRS qui font les expulsions à Calais. Et c'est difficile à croire qu'on est là, parce qu'on est là pendant la charge. Il y a tout le monde qui arrive et c'est vraiment. Ils sont habillés comme s'ils vont à la guerre. Et des fois ils prennent des photos. À BMX c'est tranquille, mais c'est vrai que, surtout dans les autres lieux de vie, si les personnes sont là, si les personnes ne sont pas là, la police va prendre toutes les affaires et les tentes. Et c'est pour ça qu'il y a HRO, Human Rights Observers, qui envoie le message pour prévenir les gens, pour être là et pour bouger les tentes avant que la police arrive. Et ouais, après, bon, peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens se réinstallent avant que la police soit partie. La police détruit, voilà, et les gens se réinstallent avant que la police soit partie. Si c'est pas idiot, ça, on voit votre argent. Peut-être on regarde une photo. Bon, ça, c'est pas du tout une violence d'État, au contraire. Ça, c'est Mosaïque, c'est une association qui a été créée il y a pas longtemps et qui a pour but, en fait, c'est une distribution de joie, en fait. Ils arrivent sur les lieux de vie, ils posent des enceintes, PlayStation, des tentes et de la musique, de quoi chanter, profiter et rapporter un peu un semblant de vie normale dans les lieux de vie. On s'est beaucoup fait réprimer après par les fachos. On a reçu de la colle sur nos véhicules, des signes de croix gammées, parce qu'on avait fait du bruit et que les gens s'amusaient. Et d'ailleurs, je crois que c'est après cet événement, donc ça c'était à Holidol, dans un lieu de vie où il y a à peu près aujourd'hui 500 Soudanais qui y vivent, où ils ont fait la tranchée, c'était juste après. Et après, ils ont fait du coup en répression
souvent, dès qu'on essaye de construire quelque chose à Calais, il y a un impact derrière des services de l'État. Donc là, c'était du coup une tranchée et un mur de rochers pour éviter les organisations de passer pour distribuer, etc. Et l'arrêté préfectoral anti-distribution qui a été rajouté pour éviter le trouble à l'ordre public. Donc maintenant on est verbalisé si on donne de l'eau ou de la nourriture. Donc, voilà. Et ça c'est une IBC, du coup donc il y a ça à peu près dans 5 lieux de vie, si elles ne sont pas détruites par les forces de l'ordre ou par la mairie. Du coup c'est l'équivalent d'une tonne d'eau. Il faut savoir que les normes internationales c'est à peu près 20 à 25 litres d'eau par jour et par personne dans les bidonvilles. Et on n'est pas du tout à cette échelle-là à Calais. Les prestataires de l'État, c'est, comme je disais avant, 1,5 litre d'eau par jour et par personne. Et avec notre support, c'est à peu près 7 litres. Mais c'est très difficile de se battre. Enfin, on se bat pour des robinets, en fait. On se bat pour des douches et on se bat pour la dignité. Peut-être on regarde les photos parce que comme ça on peut parler beaucoup de choses. Et s'il y a quelque chose qui manque, après on peut compléter. Ouais, ça c'est notre camion là. Ouais, tu peux. Bon, en fait, cette photo dans le parking. Avant, on faisait la recherche dans ce petit endroit. Donc le camion était à côté de notre table et tout. Mais des fois, il y a, comme Jade vient de dire, des fois il y a la répression derrière. Et pendant tout ce temps que j'étais là à Calais, pendant un an, dans la même zone, on a changé, je pense, 5 fois la localisation exacte où on peut faire la session de recherche. Parce qu'il y a le panneau qui dit maintenant c'est interdit de garer ici. Et du coup, maintenant on peut aller dans le même endroit, mais on ne peut pas rentrer dans le camion, avec le camion. Il faut sortir toutes les choses. Ça c'est l'hôpital, à côté de l'hôpital, il y a 3 ronds-points, où avant il y avait le lieu dit le plus grand à Calais, Hospital Jungle. Et depuis fin septembre, c'était expulsé. Maintenant, il y a des personnes qui habitent là, mais pas comme avant. Je pense que pendant l'été, il y avait 800 personnes facilement, ou presque 1000 personnes qui habitaient là. Et c'est toujours comme ça. Quand il y a un grand lieu de vie, il y a une grande expulsion qui suit. Ouais. Et pour nous, quand on fait la recherche de téléphone, c'est très difficile quand il pleut, parce qu'on a beaucoup de multiprises et les générateurs. Et à cette époque-là, c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnes et on n'avait pas capacité suffisante pour donner la recherche à tout le monde. Et c'était difficile à gérer parce que il y avait des personnes qui arrivaient et il n'y avait pas la place pour charger. Du coup, c'est très bien qu'il y ait d'autres options, notamment l'accueil de jour de secours catholique, où les personnes peuvent aller pendant la journée pour se reposer, pour prendre un café, un thé et aussi faire de la recherche. Peut-être on peut continuer. Oui, ça c'est la même hôpital. Ouais, ça c'est un bateau. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on disait que jamais on ne traverserait la Manche en petit bateau. Quand Welcome est sorti le film, on disait mais c'est pas possible. Il y avait un président de club de voile qui disait c'est absolument impossible. Eh bien si, ils le font. Ils le font sur des bateaux chinois, donc vous voyez l'épaisseur de la toile, c'est absolument affolant. Et il y a des nuits, il y a 500 personnes qui passent en Angleterre de l'autre côté. Bon, qu'est-ce qu'ils viennent en Angleterre? J'aimerais bien moi qu'on ait aussi un petit feedback de ce qui se passe de l'autre côté, comment ils les renvoient, qu'est-ce qu'ils font, j'en sais rien. Mais c'est invraisemblable, parce que dans la Manche, c'est à la fois énormément de courant et énormément de trafic. Il y a un fret extraordinaire. Donc on avait dit, jamais on ne traversera la Manche. Eh bien si, ils le font, sans problème.
Tout le temps, avec des enfants, avec des bébés. Ça, on peut passer aussi, c'est quand on approvisionne l'eau, pareil. Ça, c'est les distributions de nourriture, c'est comment on pack, c'est l'entrepôt, où il y a beaucoup d'organisations qui travaillent là. Ça, c'est la côte d'Opale, en fait, quand Utopia fait des maraudes plage, on longe toute la côte et c'est là où on récupère les personnes qui ont fait naufrage, en général. Là, c'est des photos de camp. Là, c'est une personne exilée qui a construit son lit. Voilà. Là, à peu près, c'est pareil. C'était Caucase, c'était cet été. C'était pareil, des Soudanais. Et il y avait 500 personnes qui résidaient là dans les bois. Là, c'est une salle de bain. C'est les photos des lieux de vie. Ça, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation. On fait des collages. Du coup, j'avais mis une photo de collage. Mais ça, c'est une exposition, en fait, une personne exilée qui fait des photos de sa vie dans les camps. Et une bénévole a imprimé ces photos et on a fait une exposition. Et ça, c'est distribution. La tranchée. Et nos amis les CRS. Et peut-être pour compléter les photos, on a parlé rapidement des expulsions, mais en fait il y a deux types d'expulsions. Il y a les expulsions qui se passent en moyenne tous les 48 heures à Calais. Mais il y a aussi les grosses expulsions, les grosses opérations d'expulsion que l'État français appelle opération de mise à l'abri, ironiquement. Et là, il y a un périmètre plus grand où personne ne peut entrer. Il y a Achero qui fait le security check, ils sont là tous les jours devant le commissariat pour voir s'il y a une expulsion ou pas, pour après suivre les convois et documenter tout ce qui se passe. Mais pendant les grandes expulsions, il y a un grand périmètre avec les bus qui sont mis par l'État pour obliger les personnes à monter dans les bus et les expulser ailleurs. Et les personnes ne sont pas du tout informées. Et ça peut arriver peut-être à 7h, même si c'est le matin. Et quand ça se passe, il y a toujours la destruction du lieu de vie. Avec, comment dire, il y a toujours la destruction, mais quand il y a les grandes expulsions, il y a des fois l'État appelle les kits nettoyage, ou les kits pour couper les arbres. Il y a beaucoup de déforestation ordonnée par la mairie de Calais ou par l'État. Et du coup, on a constaté pendant tous ces mois que les personnes bougent pour trouver où s'installer ou installer les tentes, mais ça ne dure pas longtemps. Du coup, je me demande d'ici quelques années s'il y aura des arbres à Calais, parce que tout le temps il y a la destruction, même pour les personnes qui habitent là, pour les Calaisiens. Ça doit être, bon, en fait pour tout le monde, c'est horrible aussi de constater comme il n'y a pas une politique d'accueil, mais en même temps il y a une destruction de la nature. Et quoi d'autre? Est-ce que... Avec rien derrière. Quand en 2009 ils ont détruit le camp et que Besson on a fait une grande messe médiatique, ils ont tout enlevé, tous les arbres et tout, et maintenant c'est des arbustes qui poussent, la nature reprend ses droits, ils n'ont strictement rien fait derrière, ils n'ont absolument pas occupé le terrain. C'était vraiment, je t'embête, je t'envoie promener, mais je ne fais rien de ce terrain, j'en ai pas besoin. C'est tout. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que, parce que là, moi, ça m'a vraiment gavé au plus haut point,
On a eu récemment une grosse tempête, mais vraiment une grosse tempête qui faisait qu'il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. C'était vraiment, c'était un peu le déluge. Le vendredi soir, et bien le samedi matin, ils ont détruit les camps. Vous vous rendez compte, les gens ont passé une nuit épouvantable, parce qu'il y en a qui dorment seulement sous des vaches, hein, on voit les tentes, mais il y en a qui n'ont que des vaches pour dormir. Et bien le lendemain matin, ça ne les a pas empêchés d'aller détruire les campements à droite à gauche. Je sais pas, c'est une inhumanité, c'est invraisemblable. On va essayer de finir parce que on s'étale un peu trop sur Calais. Mais du coup, tout ça, ça mène à un dernier point qui est la santé mentale des personnes. Où, surtout là, cet hiver, où il y a de plus en plus de personnes qui tombent sous l'emprise de l'alcool et qui se retrouvent, la drogue aussi, mais énormément l'alcool et pour qui c'est trop tard en fait. C'est très difficile de les aider parce qu'ils ont été trop traumatisés de leur transit, de leur voyage, etc. Et je vais passer la parole maintenant. Juste en attendant, on va passer des dernières photos de Calais. Voilà. Alors, j'ai passé les dernières photos de Calais, maintenant il y a d'autres photos. Ouais, on a fait le tour, ouais. Moi aussi, je peux mettre frontière italienne. Voilà, maintenant tu peux passer. Bon là, j'avais pas prévu en fonction des photos, mais comme on m'avait demandé des photos, là c'est... Pas obligé, on peut les non passer. mais c'est pas grave, là c'est l'accueil à Menton. Vous voyez, quand vous passez la frontière, le nombre de camions, alors ça c'est la partie basse de la frontière, et en haut, il y a deux routes. Celle d'en haut, vous avez la PAF avec les Algeco, justement. Alors, ces Algeco, ils n'ont pas d'existence réelle. Ils existent, mais bien sûr, officiellement, justement, on nous a dit que c'était des mises à l'abri. Parce que normalement, on n'a pas le droit de rester plus de 4 heures. Et comme à la frontière, il y a d'une part la PAF, quand vous venez de Menton, on va dire. Eux, ils viennent dans l'autre sens, en général. Bon, alors, dans l'autre sens, il y a la PAF italienne, vous avez un pont et vous avez la PAF française. Quand ils sont refoulés par les Français, ils doivent repasser à la PAF italienne, mais qui ferme entre 8h du soir, même 17h, peut-être même, jusqu'à 8h du matin. Donc, pendant ce temps, eh bien, on enferme dans les Algeco, qui sont dans un état déplorable. Il n'y a bien sûr pas de chaise, pas de nourriture ou à peu près, un filet d'eau, c'est dégueulasse. Voilà. Plus, bien sûr, comme on a dit, des fois on prend l'argent, on vous bat dès que vous demandez quelque chose, vous n'avez pas accès à vos médicaments si vous en avez besoin, etc. Voilà. Et vous ne pouvez pas demander l'asile parce que de toute façon on ne vous reçoit pas. On a fait des observations à plusieurs associations. Et des fois, ils rentrent, ils ressortent. Ou même, des fois, ils ne rentrent pas. C'est sur le capot de la voiture qu'on prépare le papier de refoulement pour aller pour retourner en Italie. Alors, il y a eu la façon dont on renvoyait les gens pour pas que, notamment les mineurs, pour pas que les Italiens les renvoient, parce que c'est la patate chaude, hein. Les Italiens ne veulent pas, les Français ne veulent pas, etc. Eh bien, on sortait du train les jeunes, et puis on les remettait automatiquement dans le train qui repartait. Comme ça, ni vu ni connu. On a changé aussi leur date de naissance, pour pas que ce soit des mineurs, enfin bon, voilà. Puis, tous ils disent aussi le gaz au poivre qu'on utilise. Donc ça vous pique les yeux, etc. En gros, là c'est les conditions de vie à Vintimille, parce qu'entre 2016 et août 2020, il y avait un camp de la Croix-Rouge, alors qui a des fois été
bondé, mais qui existait. Il y en avait qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils étaient fichés, mais ça existait. Maintenant, depuis qu'il y a eu le Covid, on a tout fermé. Donc ils sont dehors, avec les conséquences aussi. C'est sûr que quand on voit partout des noirs, on a l'impression d'être envahi. Et donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, il y a en ce moment dans les Alpes-Maritimes, il y a une affiche un peu plus loin, mais vous verrez. Et c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de structures, il y en a très peu. Celles qu'on avait demandées, eh ben, on ne les a pas ouvertes, sauf maintenant pour les Ukrainiens. Mais c'est pas terrible. Donc la plupart du temps, les gens sont dehors. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un appel d'offres pour 80 places prévues. Il y en a 2500 prévues en France en 2022. Le département des Alpes-Maritimes en ouvrira 80. Donc c'est trop. Voilà, donc je vous ai dit, la demande d'asile à la frontière, c'est impossible. On a quand même trouvé cette histoire de PPA, donc ce que je vous expliquais, des points de passage autorisés pour ceux qui connaissent. Il y en a à Breil, à La Turbie et à Sospel. Là, on peut vous arrêter un peu partout. Mais même à Nice, si vous êtes mineur et que vous êtes hébergé quelque part officiellement, on peut vous refouler. C'est pour ça que je vous disais qu'ils ne restaient pas non plus. Alors, ils prennent beaucoup plus de risques, forcément. Les premiers qui sont arrivés chez nous, ils arrivaient soit par la route, soit par la voie ferrée, mais nous, la nuit, il n'y a pas de train, alors, donc ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Et ils débarquaient, la première maison, ou à peu près, qu'ils voyaient, c'était chez Cédric, qui est à l'entrée de Breil. C'est pour ça qu'il en a eu beaucoup, puis après, ça s'est su quand même, aussi. Et après, ils ont pris les chemins de randonnée, et puis après, comme on a mis des flics partout la police partout et ben ils ont pris des chemins interdits et qui sont très 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 dangereux, parce qu'on croit que chez nous c'est facile, mais ça ne l'est pas. Alors, je ne compare pas avec Briançon, parce que là aussi on n'a pas la neige, mais c'est pas tout à fait ça. On a renforcé aussi alors ça c'est... Moi là je vous ai pas... C'est à Breil, sur Roya, on voit pas bien, mais tous les trains sont contrôlés. On fait vite le train, on regarde s'il y a des noirs, on va des racisés comme on dit maintenant, et puis on les descend sur le quai, et puis ils sont 4-5 autour à leur demander les papiers, et souvent on les arrêter. Maintenant, ils contrôlent même dans l'autre sens. Alors, je sais pas, c'est les gens qui viennent de Nice, en principe, ils sont en règle. Ils remontent pas pour repartir, mais bon, on les contrôle aussi là. Et on contrôle à Breil et à Sospel. Et vous n'avez pas d'arrêt entre Breil et Sospel. Donc, je sais pas comment les gens peuvent monter. Mais on a, des fois, on a eu une quinzaine d'agents de la PAF qui sont sur le quai. C'est une petite gare, hein. Voilà. Ils ont créé des équipes de... Alors, ça c'est autre chose. Des équipes de police aux frontières franco-italiennes. Et donc, dès Vintimille, on empêche maintenant les gens de monter dans le train. Alors là, c'est une autre illustration. On peut passer sur les maraudes. Donc, ça sera pour plus tard. Bon, c'était, pour pas les repasser, c'était une maraude bien préparée, et une autre qui a été faite sur le bi du bout, comme on dit, parce que personne ne le faisait, donc on a vite fait des pâtes pour tout le monde. Pardon. Donc là, vous voyez la queue. Passe vite, va. Voilà, c'est la queue, ça se passe le soir. Et là, c'est notre dernière invention, parce que c'est simple, c'est avec une batterie, on peut recharger les téléphones, et ça demande beaucoup moins
de matériel. S'il y en a que ça intéresse, je vous donnerai le numéro du copain qui s'en est occupé. L'histoire de, je reviens sur la mise à l'abri. Alors, les Algeco, c'est une mise à l'abri, ce qui fait qu'il ne peut y avoir aucun contrôle des associations, ou bien sûr, mais aussi des députés, des sénateurs, des gens qui, normalement, peuvent contrôler les lieux de rétention. Là, ils ne peuvent pas. Voilà. Ils ont pu à un moment, mais c'était assez drôle, ça me fait penser qu'ils ont vu, par exemple, quand il y a une association ou des politiques, ne pas renvoyer les mineurs dans le train. Bien, sur la question de la frontière en tant que telle, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pour nous assez nouveau cette arrivée. Et donc, on manque de témoignages. En tout cas, le préfet nous a déclaré qu'en 2021, sur cette frontière, il y avait eu 13 000 personnes renvoyées. Donc, ça veut dire aller-retour, quoi. Ils arrivent, on les remet dans le train, etc. Il y a une forte coopération entre la police française et la police espagnole. D'ailleurs, Macron était venu dire justement à quel point ils pouvaient travailler ensemble. Juste une anecdote. Bon, quand on a su qu'il y avait eu cette mort, ces 2 morts dans le tunnel entre Cerbère et Portbou, parce que c'est un tunnel où en principe il n'y a pas de train la nuit, mais là, bon, il y en avait, le train de marchandises, etc. On a essayé de rencontrer d'une part la mairie de Cerbère, les associations, la CGT, tout ça. On a rencontré la mairie de Cerbère, déjà pour savoir s'il n'y avait pas de possibilité d'un accueil humanitaire quelque part, enfin voilà. Bon, la mairie de Cerbère était absolument contre, en disant que s'il y avait par hasard un truc humanitaire, tout le village allait sauter en l'air. Bon, c'était une cocotte minute. D'autant plus que trois ans avant, il y avait déjà eu de constitution de milices de citoyens bien intentionnés qui chassaient les jeunes mineurs qui restaient le soir à Cerbère parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Bon, ça s'est vite arrêté, mais enfin, je veux dire, bon. Donc, on a rencontré la mairie de Cerbère, et puis après, on a rencontré la mairie de Portbou pour savoir si on pouvait, avec les gens de Portbou aussi, en particulier Caritas à Portbou, aider à faire passer les migrants en faisant par exemple des petits flyers pour expliquer, voilà, si vous passez, vous pouvez aller là, là et là. Bon, on n'avait pas beaucoup de solutions. Donc, bon, la mairie de Portbou était assez neutre. En disant bon, on va en parler à votre préfet, voilà. Et puis résultat des courses, 2 mois après, ils ont triplé à Portbou, hein, triplé les vidéos là, les trucs de vidéosurveillance. Du coup, des vidéoprotection à Portbou. Du coup, des copains qui passaient souvent à Portbou et qui allaient voir les migrants avant qu'ils arrivent en France, etc. Dès qu'ils parlaient à un migrant, hop, les flics venaient les voir pour les dissuader de s'approcher des gens qui éventuellement pouvaient. Alors donc, comme coopération sympa, quoi, voilà. Bon, donc voilà, comme on est en train d'essayer d'organiser un peu des maraudes, etc., on a peu en fait de témoignages de refus des droits, mais enfin je crois que ça doit le faire. Les syndicats, justement, les cheminots nous disaient qu'ils étaient témoins, eux, de passage, c'est-à-dire les gens descendent, et puis on les renvoie tout de suite. Bon, voilà, ils l'ont vu des dizaines de fois, mais on n'a pas pu faire d'observation avec la NAFE longtemps là-dessus. On commence, mais bon, voilà. Donc les Algeco ou les mises à l'abri, sur la frontière du Perthus, je crois qu'il n'y en a pas. Et sur Cerbère non plus. Bon, la PAF et le local de la PAF est à la mairie, à la gare de Cerbère. Bon voilà, donc à part ça, donc les annonces de notre Premier ministre et flic en chef, c'était d'envoyer des escadrons de CRS, de gendarmes mobiles et l'opération Sentinelle, et donc on l'a bien vu. Dans tous les maraudes, dans tous les coins. Bon, avec le Covid, donc tous les passages d'école qui sont assez
qui sont assez faciles à passer quand même, bon voilà, étaient bloqués par des gros trucs de béton, des cubes de béton pour empêcher les voitures de passer, ce qui a beaucoup gêné d'ailleurs la circulation entre la Catalogne Sud et Nord, parce qu'il y a des gens qui travaillent de chaque côté, bon voilà. Et à part ça, bon, la PAF est très 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 présente à Perpignan, c'est-à-dire le quai de la gare à Perpignan, c'est massivement la PAF qui monte dans les trains, qui monte dans les trains qui arrivent de l'Espagne, qui contrôle, voilà, et qui monte dans les trains souvent pour aller vers Montpellier, etc., pour continuer à contrôler tout le monde, enfin pas tout le monde, hein, bon, les gens qui n'ont pas l'air, voilà, mais il y a une présence très très forte de la PAF à Perpignan en fait, et aussi ils arrêtent les bus, pas à la frontière, mais ils arrêtent les bus qui viennent d'Espagne dans un parking d'arrêt des bus, et c'est là qu'ils font les contrôles. Voilà. Mais c'est clair que 13 000 personnes en 2021 qui ont été renvoyées, certainement